Je vais voir ça. Ouais, ok, ça marche. Bonjour à tous. Du coup, on va attaquer, si ça vous va. Donc, je me présente, Florian Moreno. Je fais partie de la société Art Graphique et Patrimoine, qui fait partie d'un gros cluster qui s'appelle Mémoriste. On a un stand qui est juste à côté, donc on vous invitera après à venir nous voir. Et je dirige le pôle valorisation, médiation et numérisation d'œuvres d'art. Et je suis accompagné de Florent, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc Florent Carrasco, je suis le fondateur de la Ferme 3D. C'est une société qui a un peu plus de 12 ans. Donc en fait, on est spécialisé dans l'impression 3D à assez haut niveau pour pas mal de projets nationaux et internationaux. Et en fait, voilà, cette expérience, elle est mise à disposition maintenant dans le milieu du patrimoine. Donc avec Florian, on travaille depuis de nombreuses années sur des fichiers sources. Et c'est un peu l'objet de la conférence, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un fichier fait à la perfection presque, on peut dire, et comment on arrive finalement à l'imprimer, à le sublimer, même à petite échelle, tout en conservant les détails. Et in fine, ça sera un peu la conclusion tout à l'heure, mais on aura le temps d'expliquer pourquoi, justement pour faire de nouveaux débouchés. Donc on va rapidement vous passer l'historique des deux sociétés, mais ce sera assez rapide, pour après rentrer dans le dur, comme on dit. AGP, qui fait partie du cluster Mémoriste, on est spécialisé vraiment dans la numérisation du patrimoine depuis 1994. On a numérisé plus de 4000 monuments en France, donc ça compte, pour parler du plus grand, plus petit, plus de la moitié des cathédrales. Donc Notre-Dame de Paris, entre autres, mais la moitié des cathédrales, beaucoup de châteaux, d'églises, des grottes, des abris sous roches. Donc ça, c'est pour la partie patrimoine bâti. Et ensuite, en œuvres d'art, on a numérisé plus de 5000 œuvres d'art. Pour la plupart des musées, on va dire. Donc, le Louvre, ici, on a beaucoup numérisé au Louvre. On a fait toutes les œuvres du Louvre Abu Dhabi, toutes les œuvres du Louvre Lens. On a fait pas mal de musées en France et à l'étranger. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour vocation de médiation, principalement. Donc au départ, c'était vraiment pour de la conservation. Après, c'est passé pour de la médiation, donc médiation plutôt numérique. Et justement, on en vient de plus en plus au physique. Donc on va dire que la médiation numérique commence à être rentrée dans les mœurs. Et maintenant, on essaye d'explorer un peu d'autres solutions. Donc voilà pour le petit historique. Bon, ça, c'est pas forcément intéressant. Vas-y. Ok, je prends la suite. Donc voilà la ferme 3D. Donc elle est installée à Saint-Rémy-de-Provence. Donc c'est un bâtiment où finalement c'est un peu un lieu totem où il y a beaucoup de technologies à l'intérieur. Donc je vais vous montrer un petit peu ensuite les différentes technologies. Et souvent, ce qui est un petit peu mal compris, c'est que l'impression 3D pour tout le monde, on va dire en général, ça s'arrête au dépôt de filaments. Et ça ne permet pas de conserver ni le détail, ni la qualité, etc. Donc en fait, l'idée, c'est justement que dans un lieu comme la ferme 3D, on puisse retrouver une expertise avec tous les types de technologies, la gestion des fichiers 3D par une équipe qui prend la suite de Florian d'AGP, donc en fait pour récupérer des fichiers sources incroyablement lourds aussi, plusieurs gigas. Donc nous, on a besoin d'un peu plus c'est un peu plus light, on n'a pas besoin d'autant de détails, donc c'est pour ça que on travaille ensuite pour préparer ces fichiers avec notre équipe à Saint-Rémy. Donc ça, c'est l'intérieur de la ferme 3D. Donc on a un lieu finalement qui est très accueillant parce qu'on est aussi centre de formation. Donc en fait, on est assez connecté aux industriels français parce qu'ils viennent se former sur la technologie donc initiale qu'on maîtrise, qui est le dépôt de filaments qu'on va voir après. Et du coup, les autres technologies qui nous intéressent là, on va vous présenter. Mais l'historique de la ferme 3D, effectivement, c'est cette expertise et la sublimation des objets sur cette technologie. Voilà, donc en fait, dans un lieu, on reçoit énormément de grands industriels qui ne sont pas connectés finalement au patrimoine, mais qui nous donnent un peu des techniques, une réalité du marché. Et donc, on est très proche de ce qui existe vraiment et ce qui est installé un peu partout. Et l'idée, c'est que la spécialisation qu'on est en train d'amener, c'est vraiment sur le respect des fichiers, sur la sublimation et permettre finalement d'avoir un petit peu
comment dire, l'idée initiale de ce que c'est une imprimante 3D, c'est vraiment d'imprimer un objet, mais le vrai, le bon, et qui ça respecte totalement l'œuvre. Donc on est une petite équipe de 10 personnes. Voilà, donc on a fait pas mal de réalisations que vous verrez à la sortie de la petite conférence. On a un petit journal dans lequel on détaille certains contrats qu'on a pu avoir parmi les plus grands au monde, notamment un qu'on a fait ensemble, on va en discuter. Voilà pour cette partie. Très bien. Donc, je vais passer rapidement sur la technologie de numérisation, parce que ça reste le cœur du sujet au départ, c'est-à-dire comment on numérise une œuvre d'art et comment on respecte l'œuvre en maintenant, voilà, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de reconstruction, on reste sur de la numérisation de base. Donc c'est des choses que vous avez forcément déjà entendu parler, je pense. Donc on est sur de la numérisation, on mixe les différentes techniques. Donc on est sur de la photogrammétrie, on est sur de la lasergrammétrie. Donc photogrammétrie, c'est très utile pour avoir la texture, la couleur des matériaux, pour avoir des volumes aussi, mais il y a d'autres inconvénients, c'est que c'est très dépendant de la surface des matières. Donc tout ce qui est brillant, tout ce qui est très réfléchissant, etc., ça ne fonctionne pas. Et si jamais on vous demande de numériser quelque chose de transparent, ça ne marche pas. Quoi qu'il arrive, ça ne marche pas, il faut se mettre ça en tête, c'est pas possible. Il n'y a pas de solution. À part poudrer une œuvre, mais poudrer une œuvre transparente, voilà, les musées refusent, quoi qu'il arrive. Mais ils commencent à en prendre conscience. Donc après, on est sur de la lasergrammétrie. On a différentes technologies de lasergrammétrie, de la triangulation laser, décalage de phase, etc. Ça permet de numériser des œuvres qui vont de la petite pièce de monnaie. Là, on nous a demandé hier de numériser des graines d'une plante qui font 2 mm, par exemple, jusqu'à des œuvres, alors je parle œuvres d'art qui sont gigantesques, par exemple la Victoire de Samothrace au Louvre, mais après, nos technologies permettent de numériser des territoires. On peut aller, voilà, toutes les échelles sont faisables. On a développé aussi un système, donc c'est un système qui maintenant commence à se banaliser, on va dire, dans les laboratoires de recherche qui est le RTI. Qui permet de numériser toutes des surfaces planes, mais d'être là on est plus précis que le pixel. Donc on peut pas aller au-delà de cette précision-là, quoi qu'il arrive. Et ça, on l'a déployé, on l'a créé et déployé, notamment pour numériser toutes les médailles olympiques au CIO à Lausanne il y a 2 ans. Donc il y avait 160 médailles, je crois, à numériser. Donc voilà, donc, quand on mixe toutes ces technologies, on peut reproduire donc, des modèles 3D qui sont là, donc des modèles 3D de médiation, donc avec de la texture, on peut les utiliser. Je vous fais passer, si vous voulez, un petit peu le... On peut jouer avec en 3D, donc ça sert pour de la médiation, mais l'intérêt c'est que ce ne soit pas juste une belle image. Donc le volume est respecté, le modèle 3D est respecté, le modèle 3D peut servir pour de la médiation, mais aussi pour de l'impression 3D, pour de l'usinage, pour de la restauration. On a eu beaucoup de cas de restauration, il y a des éléments qui sont cassés, qu'il faut refaire, etc. Donc l'idée c'est que le modèle 3D serve à tous ces cas-là. Là, il y a quelques exemples. Donc, on va du contemporain. Donc, ça, c'est pour la vente des œuvres La Lanne, qui a été, soit dit en passant, la plus grosse vente d'art il y a 2 ans. Je crois qu'il était à 140 millions d'euros, un truc comme ça. La Dame de Brassampouille, qui est ici, qui est toute petite, et des œuvres de Montauban, par exemple. Ça, c'est pour montrer des types de précision qu'on peut avoir. Donc, sur certaines œuvres, des fois, c'est des très, très bas reliefs. Ça nous arrive quelquefois d'avoir des reconstructions. Des fois, c'est des privés qui veulent la même cheminée qu'à Versailles. Donc, ils vont faire des contrats d'abord avec Versailles. Comme on leur dit, nous, on ne peut pas aller à Versailles numériser sans autorisation. La question des droits, c'est une autre question, mais c'est une très, très grosse question aussi. Et du coup, ça permet de faire de l'usinage après et de le reproduire pour chez soi. Donc, voilà, je laisse la même pour la partie... Merci Florian. Donc en fait, effectivement, c'est ce que je vous disais sur l'impression 3D, c'est que la plupart des gens connaissent un petit peu le filament. Donc en fait, c'est une technologie assez ancienne finalement. La fin des brevets étant arrivée dans les années 2010, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette vague énorme de démocratisation et beaucoup de machines open source. Donc ça a permis de libérer un petit peu la créativité sur pas mal de sujets dans beaucoup d'entreprises et dans le patrimoine notamment. Simplement, le filament, comme toutes les technologies que je vous présentais, a différentes
finalement problématiques. La première, c'est vraiment la notion de strie, parce qu'on imprime couche par couche. Donc en fait, s'il n'y a pas une précision assez adéquate, si la machine est mal réglée, on se retrouve à avoir des pièces qui sont un petit peu brouillons. Et forcément, ça a un effet de déception assez fort. Et du coup, on se dit, bon, ben non, l'impression 3D n'est pas bonne. En fait, c'est la technologie sur cette application-là qui n'est pas adaptée, parce que d'autres s'en servent dans les usines, par exemple, pour faire des gabarits, au lieu de faire de l'usinage de pièces, etc. Et on retrouve des usines où il y a, sur les chaînes de production, des dizaines de pièces imprimantes 3D. Et là, ça fonctionne très bien. Maintenant, pour le milieu du patrimoine, effectivement, c'est un peu plus complexe. Il y a le frittage de poudre. Donc, en fait, c'est des bacs de poudre où il y a un laser qui vient polymériser, friter la poudre. Et après, couche par couche, ça remet pareil de la poudre qui est ensuite remis au laser, etc. Donc ça fait des pièces en nylon très solides. Donc on a fait pas mal de projets, notamment dans le journal, si vous voulez le récupérer tout à l'heure, pour une petite marque italienne, Versace, on en parlait tout à l'heure. Donc en fait, on a fait des robes imprimées en 3D avec cette technologie. Donc c'est vraiment incroyable. Maintenant, c'est fait à façon artisanale, même si on dirait que c'est que de la robotique. Il y a énormément de travail avec les designers et les couturiers au crayon, et nous on doit remodéliser, etc. Donc ça, c'était une application frittage de poudre qui est beaucoup utilisée dans l'industrie, mais un peu plus lourde, quoi. Voilà. Donc c'est pas forcément adapté dans le patrimoine parce qu'elle est très onéreuse. C'est des machines qui valent plus de 300 000 euros. Donc avec les amortissements et les tirages, voilà, ça reste un peu compliqué. Et puis ça donne un effet quand même un peu granuleux. Donc le dépôt de filament, c'est un peu strié. Et le frittage de poudre, c'est granuleux. Donc dans tous les cas, on n'est pas encore au niveau attendu, où finalement, ce qui est connu, c'est l'injection plastique, où c'est là où vous avez des pièces un peu lisses. Voilà. À part que l'injection plastique, ça fait pas forcément des pièces, comment dire, s'il y a des notions de porte-à-faux, de contre-dépouille, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas démouler, on ne peut pas imprimer, on ne peut pas mouler, pardon, des pièces complexes. Et dans le patrimoine, c'est essentiellement des pièces complexes, des artefacts, etc., où on ne peut pas utiliser les moules à injection. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de produits dérivés que ça, personnalisés dans le patrimoine. Au niveau de la résine, c'est une nouveauté. Alors c'est une nouveauté, comment dire, sur les machines accessibles et les résines, etc., qui deviennent de plus en plus abordables et qui peuvent permettre de continuer ce qu'on va vous dévoiler après. Simplement, la résine, ça fait 40 ans que ça existe. Le problème, c'est que c'était des systèmes, pareil, à 200 000, 300 000 euros. Voilà. Depuis peu, avec des nouveaux types de matériel et le développement de ce marché-là, ça devient de plus en plus accessible. Et la résine permet un détail, effectivement, qui permet d'avoir les objets que vous avez devant vous, même jusqu'à miniaturiser très fortement des gros monuments. Et ça permet d'avoir un effet d'état de surface assez lisse. Contrairement au frittage de poudre qui est granuleux et au dépôt de filament qui est strié, la particularité de la résine, c'est que ça donne un effet quand même assez smooth, assez lisse directement, même s'il y a des supports aussi d'impression à retirer, où derrière, pour avoir ce résultat-là, il y a quand même de la sublimation de l'objet en ayant souvent à faire un post-traitement manuel. Hein, donc finalement, c'est de l'art plastique à la fin, c'est-à-dire qu'on va vraiment retraiter la pièce pour ensuite avoir ce rendu. Mais en tout cas, on part de beaucoup moins loin que les deux autres technologies. Et cette technologie résine, même le frittage de poudre, sont vraiment très peu connus du grand public. Même si de plus en plus de gens ont de la résine, le problème c'est qu'il faut quand même un laboratoire d'extraction d'air, de gestion des déchets, d'eau usée, etc. C'est pas comme le dépôt de filament où on peut le mettre à la maison. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est celle qui est le plus développée comme technologie, mais c'est pas la bonne dans le marché effectivement du patrimoine. Donc voilà un petit peu le tour de. Alors ça c'était dur à faire. Ça, c'était un des grands chantiers. Je vais laisser Florian, parce que c'est lui qui a démarré ce chantier et qui nous l'a confié ensuite. Donc ça a été un gros défi pour tout le monde d'ailleurs. Donc là, j'ai été contacté il y a 4 ans par donc l'artiste qui voulait faire cette installation, qui était qu'une idée au départ et qui avait 1 an pour la pondre. Voilà, c'est le mot, hein, c'est le mot, dans la douleur évidemment. Donc un an pour la réaliser en disant ben voilà, j'ai des objets emblématiques de Dior et je dois en faire 4000.
Il faut les numériser. Ok, d'accord. On parle de quoi? De flacons de parfum? C'est pas transparent le flacon de... Ouais, si, ok. Ça se numérise pas. Ok, on va discuter. Donc après, c'est quoi des robes? Des robes, du tissu qui bouge, ça se numérise pas. On va y arriver. Après, bon, voilà, c'était une succession de complications, on va dire, avec un délai extrêmement court. Et l'objectif, c'est donc de notre côté, AGP, de numériser les œuvres et surtout de les reproduire. Il faut qu'elles soient extrêmement fidèles. Donc même si, bon, pour les robes, c'est des miniatures, mais pour le reste, elles sont à échelle. Il faut qu'on puisse se mettre l'œil dessus, parce que quand on monte l'escalier, on a les yeux quasiment dessus. Il faut arriver à voir les points de croix, les petites, voilà, toutes les coutures, etc. Donc ça a été un gros défi pour nous pour la numérisation. On y est arrivé. Non sans mal, mais on y est arrivé. Et ensuite, il fallait que les modèles soient adaptés et adaptables pour de l'usinage, pour de l'impression 3D. Donc là, ça a été sa grosse partie. Donc c'est ça, Florian m'envoie un petit zip, ou plutôt des serveurs complets de gigas de données à traiter dans un temps assez court. 3 mois pour nous, il nous restait, quand on a été contactés. Donc là, ça a été un peu la surprise de se dire comment on va faire pour réussir à, comme il a dit, conserver la moindre couture, les fermetures éclairs, installer les bijoux, les soclets. Donc on a dû vraiment apprendre dans un temps très court ou continuer ce qu'on avait initié. Donc ça, c'était en 2021. Donc la société, comme je vous dis, on était déjà un petit peu spécialiste de l'impression de 3D sur des choses techniques. Mais bon, là, quand même, c'était à un niveau tel qu'on a dû transformer complètement la ferme 3D pour l'adapter à ce projet. Donc en fait, il a fallu de concert avec Florian au niveau des fichiers, pouvoir les manipuler, les couper pour qu'ils puissent se poser sur les surfaces d'impression. Ensuite, anticiper la bijouterie qui se faisait au tout dernier moment. Donc il fallait qu'on ait vraiment bien anticipé, parce qu'on ne pouvait plus à 2 semaines de l'installation, c'est au moment où on bijoutait. Donc si on s'était trompé 3 mois avant, enfin bon, c'était un carnage complet. On a utilisé plusieurs technologies, notamment, c'est pour ça qu'on connaît bien aussi le frittage de poudre, parce que les chaussures de la galerie Dior, donc au passage, c'est au 30 avenue Montaigne, hein, c'est le musée Dior. Donc c'est vraiment la plus grosse vitrine qu'on peut dire pour la marque. On en a fait aussi dans le monde entier, on l'explique dans le journal pour ceux qui veulent lire les coulisses. Donc ça a été vraiment un contrat assez pharaonique dans l'impression 3D, qui a nécessité vraiment l'utilisation de plusieurs technologies, de toutes les technologies que je vous ai présentées. Et donc on a vu, en manipulant énormément de frittage de poudre, voilà, il y avait aussi des limites. Hein. C'était la technologie star, mais parfois non, on arrivait avec un dépôt de fil, avait des bus très précises à arriver à contrebalancer le détail. Et au final, les gens pensent que ce sont des vrais objets historiques, parce qu'il y a des collections héritage des 70 ans, 80 ans maintenant de la maison en 2027. Donc à tel point que notamment les petits sacs Lady que vous voyez, quand on les a déballés pour installer, parce qu'on aussi nous ont chargé de l'installation de la boutique, c'était pas assez dur de les créer. Vous voulez pas aussi les installer? Bah écoutez, pourquoi pas. Donc donc voilà, on s'est organisé pour réussir ce tour de force. Et quand on a déposé les sacs, ben forcément un peu dans l'urgence, on n'était pas avec des gants blancs à manipuler un objet, on était là un peu plus vif. Forcément, les collaboratrices de chez Dior étaient outrées de dire mais qu'est-ce que vous faites avec nos sacs? Et on dit on les installe, mais on ne les met pas par terre. Et en fait, quand s'approchant, ils ont finalement compris que c'était des répliques, tellement c'était bien fait. Pour vous donner une idée, donc voilà, on a tout donné pour ce projet. Donc voilà, grâce effectivement à des fichiers sources qui étaient parfaits, parce qu'on avait même le grain du cuir. Si on n'avait pas des fichiers aussi incroyables, eh bien, en fait, on aurait eu voilà, des objets qui étaient sympas, mais on n'aurait pas eu cet effet qui est un trompe-l'œil incroyable. Et aujourd'hui, voilà, ça fait partie des spots les plus instagrammés de toutes les marques de luxe. Donc voilà, c'est notre succès commun. Voilà. C'est un petit plaisir quand même qu'on se fait maintenant. Sur le coup, on n'était pas... Voilà, mais... Et vous pouvez le visiter tous les jours. Hein. Je crois qu'il y a 1000 personnes par jour qui le visitent. Pour la petite histoire, au départ, il s'était posé la question de mettre les vrais sacs, des vraies chaussures, etc. en vitrine et les peindre. Et ils se sont rendus compte que ça coûtait beaucoup trop cher. Parce que le tout petit sac fait quand même 3 ou 4 000 euros. Hein. Donc on parle d'un sac, il y en a 4 000. Hein. Donc voilà, ça vous donne une idée. Et puis il y avait des objets héritage où il ne restait qu'un. Oui, il y a eu il y a des flacons de parfum, pareil, où
où il en restait qu'un, et ils se sont dit si on le casse, on le perd, quoi. Qui était dédicacé par Dior d'ailleurs, soit dit en passant. Donc voilà. Maintenant, on va arriver au cœur du sujet. Je te laisse là. Ok, donc voilà, on vous expliquait un petit peu le savoir-faire, la sublimation et les fichiers 3D HD dans certains domaines. Et avant de les appliquer sur le marché du patrimoine, donc en fait, l'idée c'est de se dire que on travaille, nous à la ferme 3D, depuis pas mal d'années dans des boutiques qu'on va vous présenter, et on trouve, forcément en faisant les livraisons, en discutant avec les acteurs, les directeurs de boutiques, etc., qu'il y a pas mal de problématiques en fait, parce que souvent, effectivement, ça peut être des génériques par exemple, je sais pas moi, d'un Auguste ou une forme romaine, mais c'est pas exactement de quel musée, c'est quelque chose un peu dans l'imaginaire quoi, qui est réalisé. Les génériques qu'on retrouve partout, effectivement, tout ce qui est les livres, etc., papeterie. Bon, mug, souvent c'est un peu le seul sujet, un peu avec les stylos personnalisés, mais ça s'arrête un petit peu là. Les génériques interprétés, ça c'est effectivement quand il y a des grands monuments, comme à Paris, l'Arc de Triomphe, etc. Donc il y a quand même des acteurs qui créent des répliques miniatures pour être vendues en boutique. Simplement, c'est des interprétations parce qu'ils n'ont pas accès aux fichiers sources, ou du moins ils ne font pas cette méthode-là. Ils les adaptent aussi avec les méthodes de coulée, de Zamac ou d'injection plastique, mais du coup qui ont les contraintes des techniques employées. Donc en fait, on perd du détail ou on perd la forme. Ça fait toujours un souvenir, c'est très bien, mais c'est un petit peu l'état qu'on constate. Et ensuite, effectivement, il y a les produits personnalisés, ultra personnalisés, donc qui sont dédiés aux lieux culturels. Mais la problématique vient, mais combien ça coûte, comment on fait, j'ai pas de fichier 3D, ou j'en ai un, mais qui c'est qui va faire? Est-ce que c'est du moulage? Est-ce que c'est de l'impression 3D? Est-ce que c'est de l'usinage? Mais j'ai qu'une personne qui sait le faire, au cas où. Enfin, il y a toujours une problématique de comment on fait pour finalement garantir qu'il y ait un réassort correct avec des produits qui soient constants dans le temps en termes de qualité, etc. Et donc effectivement, souvent quand ça arrive à ce rendu-là, le prix il commence à être un petit peu élevé et du coup ça enlève une grosse catégorie des publics. Donc c'est ça un peu qu'on va discuter. Voilà, donc c'est un peu c'est un petit peu un clin d'œil sur des fois est-ce qu'on est dans une boutique de musée ou au rayon de la Fnac. Voilà, c'est-à-dire que des fois on ne sait pas trop. C'est parce que finalement, oui, même ma boutique ne marche pas. Mais enfin, si on trouve les mêmes produits sur Amazon en ayant le code barre sous les yeux, si Internet ou si on peut aller à la Fnac acheter la même chose, il ne faut pas s'étonner non plus qu'il n'y ait pas non plus des succès de vente. Ce qu'on attend d'une boutique de musée, c'est quand même de retrouver des choses liées au lieu, un petit peu parfois concept store, des choses qui sont un petit peu plus travaillées que simplement on achète un produit que tout le monde peut trouver ailleurs. Donc là, oui, effectivement, j'ai un ami qui a fait une petite visite au Colisée dernièrement. Et il était très surpris de voir par rapport, il connaît un petit peu nos travaux, et il m'a pris quelques photos. Voilà, donc ça c'est de l'impression 3D à dépôt de filament. C'est pas forcément adapté, je te laisse cliquer une dernière fois. C'est pas forcément adapté pour ce genre de produit boutique, surtout dans ce calibre de boutique très visitée à Rome. Donc en fait, là c'est vraiment la technologie qui est pas employée. C'est pas la bonne. Voilà, c'est du dépôt de filament, même si on l'adore le dépôt de filament, vous avez vu avec Dior. Il faut quand même beaucoup de travail pour arriver à sublimer quelque chose, du post-traitement manuel, etc. Et là, en fait, c'est sorti de machine, c'est mis en boutique. Bon. Alors cher, effectivement, 150 €. Là, pour donner une idée, je pense qu'ils n'ont pas imprimé en plein, donc c'est à peu près 20 cm. En termes de coût de plastique, on va être à quelques euros. Voilà, sur des machines qui, sensiblement vu l'état des stries, doit coûter moins de 1 000 €. Donc là, le taux de marge, je ne sais pas... effectivement, ça devient intéressant. Maintenant, qui c'est qui achète ça je ne sais pas. Donc en fait, là, c'est quand même... on est clairement on veut faire un effort, donc on ne peut pas non plus dénigrer la démarche, simplement elle est mal exécutée. Voilà, c'est un peu le constat sur ce produit. Un autre sujet, effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quelques acteurs, dont effectivement le Louvre, arrivent à avoir des tirages parfaits en résine. Ensuite, ils font des moulages dessus avec des fichiers sources. D'ailleurs, tu as beaucoup travaillé avec eux. Simplement, la finalité, c'est que le produit, il fait 16 cm à 120 €. 16 cm, pour vous donner une idée, là, elle fait 18, celle-ci.
Donc en fait, on est sur quelque chose qui est vraiment très petit et qui démarre à des prix qui sont, ça a le mérite d'exister. C'est pour ça qu'on le souligne et on félicite quand même ce genre d'initiative. Simplement, c'est pas forcément adapté à tous les monuments, à toutes les boutiques, etc. Voilà, le Louvre peut se le permettre. Et à tous les clients. Et à tous les clients, voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sites culturels en province et pas qu'à Paris où il n'y a pas accès à cette technologie, même de moulage, et il n'y a pas de produit. On reste dans le générique. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, l'état du marché, c'est qu'il y a des expériences qui se font sur quelques produits, mais souvent, c'est la technologie qui va un petit peu être mal adaptée, et parfois, c'est un petit peu le positionnement qualité-prix qui peut être excessif, comme cet exemple. Et là, on a été plutôt sympa, c'est qu'on a cliqué que sur le 16 cm. Voilà. On vous laissera découvrir le prix des autres. C'est assez. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de clients d'ailleurs pour ça. Donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, on a fait quelques réalisations depuis pas mal d'années, où le critère aujourd'hui qu'on considère important dans un lieu culturel, dans une boutique de lieu culturel, c'est une exclusivité totale, c'est-à-dire qu'on retrouve que dans ce lieu le produit boutique qui est attendu, qu'on ne le retrouve pas non plus chez les commerçants aux alentours, que vraiment ça soit quelque chose d'exclusif et que les gens aient un intérêt à l'acheter dans cette boutique. Donc ça, c'est l'exclusivité. Le respect de l'œuvre, effectivement, sur base de fichiers 3D, comme on l'a expliqué, où AGP, avec Florian, qui sont les experts dans ce domaine, arrive à avoir vraiment l'image source, je dirais, qui est la copie conforme numérique, le jumeau numérique, on en parle beaucoup. Mais en fait, on peut s'amuser, grâce à ce jumeau numérique, à trouver la bonne taille. C'est-à-dire, presque, on peut calculer le prix et faire le produit en même temps en disant, OK, le prix cible, ça serait plutôt 20 € en boutique, peut-être 30, peut-être 10, ça va dépendre les types de paniers moyens qui peuvent exister, les types de publics et les types de lieux. Mais en tout cas, c'est le respect de l'œuvre, elle se fait par le fichier 3D. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de moulages qui se font, mais sur une échelle 1. Et donc du coup, si on se dit, oui, mais c'est très bien fait ce moulage, mais moi je le veux plus petit parce que forcément ça peut coûter une certaine somme ou c'est pas facile à transporter pour un visiteur, notamment étranger, comment on fait? Et donc du coup, on est obligé de passer par ce type de technologie pour respecter. Et puis bien sûr, le prix public cohérent, voilà, pour que ça puisse se vendre tout simplement et que ça crée un modèle économique. Et bien sûr, le sujet tabou, la marge. Effectivement, il faut que ça soit made in France, que ça soit RSE, que ça soit respectueux, que ça soit exclusif, ça fait beaucoup. Donc ça fait beaucoup, mais aujourd'hui, c'est possible. On le voit, on a des exemples qu'on va vous présenter. Et afin que, même si c'est un produit made in France, ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire comprendre que des boutiques doivent marger fortement, et x2 c'est le minimum pour certaines boutiques par rapport à des choses qui peuvent être achetées à l'étranger ou des produits magnettes, stylos, etc., où les taux de marge sont supérieurs, mais un peu génériques. Voilà. Donc là, c'est un exemple qui a 7 ans, c'est la boutique du musée de Saint-Raymond, donc à Toulouse. Donc on a fait des répliques, donc ils avaient numérisé les œuvres de bustes d'Auguste. Et là, par contre, ça a été un tirage. Donc on a fait une impression 3D, mais au lieu de le sortir en boutique, on a fait un tirage en silicone pour faire de la poudre de marbre. Et ensuite, ça a été peint avec voilà, certaines monochromes ou même avec des artistes. Donc ça, c'était un produit qui, à la fin en boutique, donc ça fait à peu près 20 cm. Donc c'est pas énorme, mais c'est lourd, donc ça fait très qualitatif. Donc ça, ils les tiennent pas, ils les vendent très régulièrement. Et celui-ci, pour donner une idée quand même, il coûtait en boutique plus de 400 €. Il a été vendu en 2 jours. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, mais presque c'est pour la déco, parce que ça fait, voilà, ça fait un petit peu animé, etc. Ça fait un contraste, c'est intéressant, avec le blanc immaculé de l'œuvre de base originale. Et finalement, on se retrouve à avoir des clients qui ont compris l'idée, le message, le clin d'œil. Et même, on s'était dit, bon, on verra si on le vend en 2 ans. Au bout de la mise en boutique, ça s'est vendu. Voilà. Donc là, c'est nos clients aussi. C'est les plus gros clients qu'on ait pour l'instant. C'est la boutique de l'Office de Nîmes, de l'Office du tourisme. Donc en fait, on a. Donc là, c'est pas de la photogrammétrie, ça a été issu du logo que vous voyez d'ailleurs historique, mais il est en 2D. Et en fait, par erreur, en voulant faire une bougie, je ne sais pas quel développement on voulait faire, il nous avait demandé, on
on a extrudé le fichier 3D et on s'est rendu compte qu'il y avait un crocodile qui se cachait dans le logo. Et c'est devenu le crocodile 3D qui est autoportant. Et c'est un succès commercial incroyable. On en fait plus de 1500 par an. Donc ils sont en poudre de marbre parce que c'était la technologie avant qu'on ait la résine. Donc c'est du tirage manuel. Simplement, la résine, elle peut aller bien plus loin que sur des tirages en poudre de marbre parce que dès qu'il y a une contrainte, comme je vous ai dit, des petites choses fines, des dépouilles, etc., on ne peut plus faire de moulage. Donc en fait, le produit n'existe pas. C'est pour ça que le croco est assez facile à mouler, ça c'est clair, et qu'on s'était arrêté à ça parce qu'on n'avait pas les autres technologies disponibles. Aujourd'hui, avec les techniques résine, avec des écrans très puissants, etc., pour faire cette technologie, on peut avoir les mêmes rendus, si j'ose dire, de série, mais sur des formes bien plus complexes. C'est ça la nouveauté, finalement. Donc là, on vient juste d'installer, c'était il y a 10 jours, la boutique de Glanum, qui font partie du Centre des Monuments Nationaux. Pareil, sur base de fichiers sources HD, on a pu effectivement faire des tirages résine où vous voyez une œuvre comme ça qui est un peu plus grande que la Vénus que vous avez là. En prix public, on est quand même à moins de 50 € sur un sujet comme celui-ci où il y a même des sculptures à l'intérieur, il y a tout le détail, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Et bien sûr, on a des plus petits produits dans les 16 €. Est-ce qu'ils sont marqués là? Ouais. 16,90 €, donc c'est des petits formats. Pareil, le lendemain de la mise en boutique, parce qu'on se dit, bon, à 40 €, à 50 €, on peut avoir plutôt, attendons la saison, qu'il y ait des touristes étrangers qui ont un peu plus d'argent, pourquoi pas, pour garder un beau souvenir du lieu. Et 2 jours après, pareil, c'est une collégienne qui a acheté le mausolée à 49,90 €. Donc il n'y a pas forcément de règle de si ça plaît, si l'émotion du lieu lui a amené quelque chose et que elle deviendra peut-être une future archéologue, que c'est sa passion, c'est bien d'avoir des produits qui correspondent et qui respectent l'œuvre. En fait, c'est ça l'idée, c'est qu'on ne repart pas d'un site culturel avec on a envie, quand on a passé un moment, qu'on était émerveillé par le lieu, par les œuvres, les sculptures, etc., d'avoir un souvenir du moment. Et en fait, les gens, ils cherchent ça. Les visiteurs veulent repartir avec non pas un produit dérivé, mais un vrai souvenir. Et c'est ça l'idée. C'est qu'avec sur les bases de fichiers sources 3D, on arrive à la fin, permettre au visitorat de repartir avec des vrais souvenirs. C'est tout là l'intérêt justement de proposer quelque chose d'abordable, de très bonne qualité et qui soit dans un seul lieu. Voilà. Quand on va au Louvre, on ne va pas s'amuser à acheter de la Tour Eiffel, normalement. Donc c'est tout là l'enjeu en fait. Et surtout d'être à la portée de tous. Enfin, on voit la première cliente, c'est une collégienne, qui s'y attend, quoi. Donc voilà, donc on n'est pas loin de conclure la conférence et on va vous parler des solutions maintenant qu'on peut vous apporter. Donc en fait, l'idée c'est que, vous l'avez bien compris, entre les fichiers 3D Ultra HD d'AGP et finalement les technologies qui ont drastiquement réduit en coût et aussi une énergie qu'on met pour créer ce type de filière, l'idée c'est qu'aujourd'hui on a la possibilité pour des clients des sites culturels qui n'ont pas le fichier 3D, parce qu'en fait c'est ça la clé, de pouvoir l'intégrer dans le prix de commercialisation afin que le site culturel n'ait pas à débourser, on va dire, une somme ou mettre une année, 2 années avec poser un appel d'offres, calculer le coût, etc. Et ça peut poser effectivement une mise sur le marché tardive. Donc l'idée, pour aller un peu plus vite et pour un peu dynamiser le secteur, c'est de dire que finalement, s'il y a des œuvres ad vitam, c'est-à-dire un bas-relief, une sculpture, quelque chose qui n'est pas éphémère, pas une exposition temporaire, et qu'il y a un minimum de commandes qui n'est pas excessif, ça peut être 500 €, 1000 €, j'en sais rien, ça dépend de l'œuvre, ça dépend le coût du fichier par an, ça permet d'inclure les frais de numérisation dans les œuvres, et du coup la boutique devient finalement une solution pour aussi participer à la préservation du patrimoine, parce que derrière, ça nécessite l'émulsion et la création d'un fichier 3D qui va exister. Voilà. Donc, En fait, le gros frein qu'il y a dans la plupart des boutiques, alors il y a beaucoup de freins, mais le gros frein, c'est la partie numérisation. Donc cette partie numérisation, c'est un coût, il y a un coût de numérisation que les boutiques ne peuvent pas prendre en charge parce que ça reste un établissement public, ça passe soit par consultation, soit par appel d'offres, donc on compte entre 9 mois et 1 an de limite.
à partir du moment où la volonté a été faite. Voilà, c'est pas à partir du moment où ça a été décidé. Donc ça prend beaucoup de temps. L'intérêt là, c'est que la numérisation donc, est intégrée dans le coût de prix de vente de la boutique. En gros, c'est simple. La boutique se dit, je donne un exemple tout bête parce qu'on est au Louvre, mais le Louvre se dit, je veux une réplique de la victoire de Samothrace à mettre en boutique. Eh ben, combien ça coûte? Ben, très bien, on intègre nous les coûts de numérisation. On s'occupe de vous produire un nombre suffisant d'œuvres, etc., avec des dimensions différentes. Ça vous coûte, par exemple, pour un petit élément comme il y a là, un petit élément là ou là, ça vous coûte 10 € à l'achat et vous le faites du x2. 3 euros. 3 € à l'achat, ouais. Vous faites du x2 en boutique, plus la TVA, vous le revendez à 9 ou 10 €. Et ça permet à la boutique de ne faire que de la marge en réalité. Voilà. Et de sauvegarder le fichier 3D pour la conservation, qui au départ n'aurait pas été fait parce que ça aurait été une décision qui passe par des juristes et qui va absolument passer par appel d'offres. Et on va donner un exemple concret. Donc la Vénus d'Arles, donc comme on a pris l'exemple tout à l'heure de la Vénus de Milo qui est vendue donc à une 16 cm à 120 € en boutique TTC. Donc là, on vous a décortiqué le prix fournisseur. Donc vous voyez là-haut, donc à 20,84 €, donc Made in France, avec la boîte, la livraison, l'emballage, papier de soie, etc., le code barre, tout aux normes EAN 13. L'idée, c'est de la création du fichier, donc effectivement l'amortissement, par exemple sur 5 ans, ça peut être plus, ça peut être moins. Donc après, on peut financer en fonction, donc on devient partenaire finalement de la boutique et du musée. Donc c'est un travail de concert sur quelles œuvres ont le mérite d'être numérisées. Voilà, pour trouver le bon équilibre. Et en fait, l'idée, c'est que sur ce prix fournisseur à 21,67 € pour cet exemple-là, la boutique fait tout simplement x2. Donc en fait, on lui livre, il y a tout l'emballage, il y a les boîtes, il y a tout. C'est solide aussi pour faire une expédition si jamais ils ont une boutique en ligne. Et derrière, ils peuvent effectivement avoir le fichier, l'objet de leur propre boutique, donc permettant effectivement d'avoir une augmentation de la qualité perçue de la boutique et de satisfaire le client qui cherche à repartir avec un morceau finalement du lieu. C'est ça un peu l'idée de dire je suis allé dans cet endroit, j'ai récupéré l'image de cet endroit et je suis très content. Et derrière, voilà, ça finit à 52 € TTC pour cet exemple-là que vous avez devant vous. Voilà, donc vous pourrez venir après voir un petit peu les manipuler aussi. Et puis pour ceux qui s'intéressent, en rediscuter. Voilà, donc c'était un peu l'idée de vous présenter les coulisses techniques, technologiques et puis applicatives sur des marchés nouveaux et très concrets que sont la boutique en ligne. Donc on est juste sur le stand de C41 en sortant à droite. Sortez première à droite, ou deuxième à droite plutôt, on est juste là. On vous invite à venir nous voir. Après, je pense qu'il y aura des questions. Juste avant que vous partiez, on va faire les sessions de questions. Avant que vous partiez, on vous invite à venir récupérer le journal si vous souhaitez, et il y a un petit goodies également. Donc vous avez effectivement des petits cadeaux, voilà, des petites Notre-Dame de Paris que vous pouvez récupérer avec un petit journal si ça vous intéresse, avant que tout le monde se lève pour récupérer vos offrandes et puis pour discuter pour certains. Si jamais il y en a qui ont des questions, Alors, c'est une très bonne question. Si vous achetez le fichier source, oui. Si vous êtes en coproduction, oui. La question de la réutilisation doit faire partie de l'objet d'un contrat, parce qu'en fait, quand on numérise un objet, c'est comme une photo, en fait. On vous fait une cession de droit. Voilà. Quoi qu'il arrive, on a la propriété intellectuelle du fichier. Ça, on ne peut pas la céder, hein. Quoi qu'il arrive, ça ne se cède pas. Donc, on a cette propriété-là. Par contre, on vous fait une cession de droit pour pouvoir la réutiliser. Et la seule condition qu'il y a, c'est de nous citer dans la réutilisation de ces fichiers-là. Et après, donc ça, c'est quand c'est numérisé en direct. Maintenant, si c'est inclus, parce que c'est la boutique qui va finalement faire financer le fichier, etc., là, c'est dans le cadre d'un contrat, ou si c'est que la firme 3D qui finance, ben ça appartient à la firme 3D pour cette application de faire de la réplique pour la boutique, ou si vraiment c'est une nécessité d'en profiter, parce qu'il y a cette action de numérisation, de participer financièrement, si j'ose dire, pour avoir effectivement l'autorisation
parce que le fichier appartient effectivement à celui qui l'a créé, donc ça sera graphique patrimoine, mais en tout cas que vous puissiez en avoir une utilisation ultérieure autre que pour la boutique. Oui, parce que je réfléchissais à mutualiser des priorités en termes de numérisation des collections. C'est exactement ça. C'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet, effectivement, donc ça dépend de l'œuvre. On sait que ça facilite beaucoup de choses parce que moi, je sais que ça fait 16 ans que je fais ça et que je fais que des appels d'offres. Et je vois la complexité que ça apporte de la partie administrative. Je sais ce que c'est, parce que moi, je la subis de l'autre côté. Mais je sais ce que c'est aussi de l'autre côté. Et je sais que souvent, l'appel d'offres coûte plus cher à être sorti que le projet en lui-même, parce que c'est des coûts monstrueux. On en a parlé pas plus tard hier qu'avec une cliente qui doit faire un appel d'offres pour 5 000 euros et juste le coût de produire l'appel d'offres coûte plus de 10 000 euros. Voilà. Oui, non, mais en plus. Oui, mais ça, après, des fois, on touche un peu dans le ridicule parce que les juristes sont très frileux et même pour 5 000 euros, imposent de faire un appel d'offres. Alors qu'il y a des systèmes. Ouais, non, mais je sais, hein, je connais ça par cœur, donc c'est pour ça que ça permet de faciliter les choses. C'est-à-dire que par le biais de la boutique, on permet d'avoir accès au modèle 3D, on permet aussi de redistribuer. Parce que nous, actuellement, on est... ça aussi, c'est un sujet annexe, mais c'est quand même un sujet, c'est qu'actuellement, le plus gros serveur de stockage du patrimoine en France, c'est nous qui l'avons. C'est pas les musées, c'est pas l'État. Il n'y a pas de contrôle de l'État qui permet de récupérer les modèles 3D, de le centraliser sur un serveur. La Victoire de Samothrace, qu'on a numérisée il y a plus de 10 ans, elle est sur un disque dur qui est sur une étagère qui a dû tomber 10 fois et je suis quasiment sûr qu'ils l'ont perdu. Donc c'est quelque chose qui coûte cher, qui nous coûte cher à sauvegarder. Ça coûte des centaines de milliers d'euros par an pour nous, juste de faire vivre les serveurs, de pas les... Voilà. Mais on se tient on est obligé de le faire et ça nous arrive que 15 ans après, on nous dise vous avez numérisé le château, on a besoin des fichiers 3D pour faire autre chose. Est-ce que vous les avez encore? Oui, ok. Donc voilà, on s'organise. Mais on sait très bien que ce qu'on livre, donc ça fait partie des livrables, on livre un fichier 3D et qu'il y a une chance sur deux qu'il soit perdu en réalité. Ou que ça serve juste à une utilisation, mais après ce sera... Voilà. Donc c'est un gros sujet. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, j'avais une question plutôt sur le matériau qui est utilisé pour les répliques ensuite sur les produits. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a du choix dans le type de matériau qui va être utilisé pour la réplique ensuite, ou est-ce que c'est forcément sous forme de résine? Donc en fait, là, l'idée, c'est que pour offrir des taux de marge pour les boutiques, on est obligé de standardiser. Donc on fait nous-mêmes les choix à la ferme 3D parmi des grands nombres de types de résine, de typologie ou même de technologie. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, on va dire que le choix qui a été finalement sélectionné pour l'ensemble de ces produits, c'est un certain type de résine qui permet d'avoir des niveaux de détail extrêmes, tout en garantissant un approvisionnement aussi. Donc effectivement, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, c'est de la résine qui va être polymérisée aux UV. Et c'est le bon process pour respecter tout ce qu'on vient de se dire. Parce que si on repart sur du dépôt de fil qui va avoir ses contraintes, etc. Donc si vous voulez ces produits avec derrière des applications un petit peu de peinture nacrée qui font ressortir les détails, c'est tout un processus qu'on a mis en place pour que vous ayez ce sentiment de qualité de l'objet. Donc c'est assez standardisé pour le coup dans le process. Bon, mais s'il n'y a pas de questions supplémentaires, c'est l'heure des cadeaux. Bon. Merci pour votre écoute et puis on peut en discuter. Merci. Merci, au revoir.